Imaginez que le peuple de l'Union soviétique n'ait jamais entendu parler du communisme. De la même manière, pour la plupart d'entre nous, l'idéologie qui domine nos vies n'a pas de nom. Parlez-en au cours d'une conversation et vous obtiendrez en retour un haussement d'épaule. Même si vos auditeurs ont entendu auparavant le terme de néolibéralisme, ils auront du mal à le définir. Savez-vous ce que c'est? La méconnaissance au sujet du néolibéralisme est à la fois un symptôme et la cause de sa puissance. Il a joué un rôle déterminant dans un très grand nombre de crises. La crise financière de 2007-2008, les délocalisations, les Panama Papers, le lent effondrement de la sécurité sociale et de l'éducation, la résurgence du phénomène des enfants pauvres, l'épidémie de solitude, le saccage des écosystèmes, la montée de Donald Trump. Mais nous traitons ces crises comme si chacune émergeait de manière isolée. Ne voyons pas qu'elles ont toutes été générées ou exacerbées par la même philosophie cohérente. Une philosophie qui a ou avait un nom. Quel plus grand problème peut-il y avoir que d'agir sans nom? Le néolibéralisme est devenu à ce point omniprésent que nous ne le reconnaissons même pas comme une idéologie. Nous semblons accepter l'idée que cette foi utopique, millénariste, relève en fait d'une force neutre, une sorte de loi biologique comme la théorie de l'évolution de Darwin. Pourtant, cette philosophie a bel et bien surgi comme une tentative consciente de remodeler la vie humaine et de modifier les lieux d'exercice du pouvoir. Le néolibéralisme considère la concurrence comme la caractéristique principale des relations humaines. Il redéfinit les citoyens comme des consommateurs dont les prérogatives démocratiques s'exercent essentiellement par l'achat et la vente, un processus qui récompense le mérite et sanctionne l'inefficacité. Il soutient que le marché offre des avantages qui ne pourraient jamais être atteints par quelque type de régulation que soit. Les tentatives visant à limiter la concurrence sont considérées comme des dangers pour la liberté. L'impôt et la régulation sont considérés comme devant être réduits au minimum, les services publics comme devant être privatisés. L'organisation du travail et la négociation collective par les syndicats sont dépeints comme des distorsions du marché qui empêchent l'établissement d'une hiérarchie naturelle entre les gagnants et les perdants. L'inégalité est rhabillée en vertu. Elle est vue comme une récompense de l'utilité et un générateur de richesse. Lesquelles richesses ruissellent vers le bas pour enrichir tout le monde. Les efforts visant à créer une société plus égalitaire sont considérés comme étant à la fois contre-productifs et immoraux. Le marché est supposé garantir que chacun obtienne ce qu'il mérite. Or, nous intériorisons et reproduisons ces croyances. Les riches se persuadent qu'ils ont acquis leur richesse par le mérite en ignorant les avantages tels que l'éducation, l'héritage ou la classe d'origine, qui ont contribué à son obtention. Les pauvres tendent à se blâmer pour leurs échecs, même quand ils peuvent guère changer leur propre situation. Peu importe le chômage structurel, si vous ne disposez pas d'un emploi, c'est parce que vous n'êtes pas entreprenant. Peu importe les coûts invraisemblables du logement, si votre compte bancaire est vide, c'est que vous êtes irresponsable et imprévoyant. Peu importe que vos enfants n'aient plus de terrain de jeu, s'ils deviennent gros, c'est de votre faute. Dans un monde régi par la concurrence, ceux qui échouent sont vus et s'auto-perçoivent comme perdants. Paul Vergae montre que les conséquences de tout ceci sont des épidémies d'automutilation, troubles alimentaires, dépression, solitude, angoisse de la non-performance, de la phobie sociale. Il n'est pas surprenant que la Grande-Bretagne, où l'idéologie néolibérale a été appliquée le plus rigoureusement, soit la capitale de la solitude de l'Europe. Nous sommes tous d'authentiques néolibéraux désormais. Le terme néolibéralisme a été inventé lors d'une réunion à Paris en 1938. Deux délégués, Ludwig von Mises et Frédéric Hayek, ont alors défini les contours de cette idéologie. Donc, tous deux exilés d'Autriche, ils considéraient la social-démocratie illustrée par le New Deal de Franklin Roosevelt aux États-Unis et par le développement progressif du welfare state en Grande-Bretagne comme les manifestations d'un collectivisme de même nature que le nazisme ou le communisme. Dans La route de la servitude, publiée en 1944, Hayek a notamment souligné que toute forme de planification par un gouvernement conduisait inexorablement, en écrasant l'individualisme, à un contrôle social de type autoritaire. Tout comme Bureaucratie, le livre de Ludwig von Mises, La route de la servitude a été énormément lu. Il a notamment attiré l'attention de certains riches qui ont vu dans cette philosophie une occasion de se libérer de la réglementation et de l'impôt. Lorsque, en 1947, Hayek fonde la première organisation de promotion de la doctrine néolibérale,
la Société du Mont Pèlerin, il est soutenu financièrement par des millionnaires et par leurs fondations. Avec leur aide, il commence à créer ce que Daniel Steadman Jones décrit dans Les Maîtres de l'Univers comme une sorte d'international néolibéral. Un réseau transatlantique d'universitaires, d'hommes d'affaires, de journalistes et de militants. Les riches bailleurs de fonds du mouvement financent une série de groupes de réflexion pour affiner et promouvoir l'idéologie. Parmi eux, l'American Enterprise Institute, la Heritage Foundation et le Cato Institute, l'Institut des affaires économiques, le Centre des études politiques et l'Institut Adam Smith. Il finance également des postes et des départements universitaires, en particulier dans les universités de Chicago et de la Virginie. En évoluant, le néolibéralisme est devenu plus virulent. L'idée de Hayek que les gouvernements devraient réglementer la concurrence pour empêcher la formation des monopoles a cédé la place, chez les apôtres américains comme Milton Friedman, à la croyance que la situation monopolistique pouvait être considérée comme une récompense de l'efficacité. Quelque chose d'autre s'est produit au cours de cette transition. Le mouvement a perdu son nom. En 1951, Milton Friedman était tout à fait à l'aise à se décrire comme un néolibéral. Mais peu après, le terme a commencé à disparaître. Plus étrange encore, alors même que l'idéologie devenait plus nette et le mouvement plus cohérent, le nom n'a été remplacé par aucun substitut. Dans un premier temps, en dépit du financement somptueux de sa promotion, le néolibéralisme est resté en marge. Le consensus d'après-guerre était quasi universel. Les prescriptions économiques de John Maynard Keynes étaient largement appliquées. Le plein emploi et la réduction de la pauvreté étaient des objectifs communs aux États-Unis et à une grande partie de l'Europe occidentale. Les taux d'imposition supérieurs étaient élevés et les gouvernements cherchaient avant tout des résultats sociaux en développant de nouveaux services publics et des filets de sécurité. Mais dans les années 70, lorsque les politiques keynésiennes ont commencé à tomber en désuétude et que les crises économiques ont frappé des deux côtés de l'Atlantique, les idées néolibérales ont commencé à s'infiltrer dans le grand public. Comme le faisait remarquer Friedman, lorsque le moment s'est présenté de changer d'orientation, il y avait une alternative toute prête qui attendait. Avec l'aide de journalistes sympathisants et de conseillers politiques, des éléments du néolibéralisme, en particulier ses prescriptions dans le domaine de la politique monétaire, ont été adoptés par l'administration de Jimmy Carter aux États-Unis et par le gouvernement de Jim Callaghan en Grande-Bretagne. Après que Margaret Thatcher et Ronald Reagan eurent pris le pouvoir, le reste suivit. Réduction d'impôts massive pour les plus riches, écrasement des syndicats, déréglementation, privatisation, externalisation, concurrence dans les services publics. Grâce au FMI, à la Banque mondiale, au traité de Maastricht et à l'Organisation mondiale du commerce, les politiques néolibérales ont été imposées, souvent sans le consentement démocratique des populations. Le plus remarquable a été leur adoption par les partis qui appartenaient autrefois à la gauche, le Labour et les démocrates par exemple. Comme les fait remarquer Steadman Jones, il est dur d'imaginer aucune autre utopie qui était aussi pleinement réalisée. Il peut sembler étrange qu'une doctrine glorifiant le choix individuel et la liberté ait été promue avec le slogan « Il n'y a pas d'alternative ». Mais comme Hayek l'a fait remarquer lors d'une visite au Chili de Pinochet, l'une des premières nations où le programme néolibéral a été complètement appliqué, ma préférence personnelle penche vers une dictature libérale plutôt que vers un gouvernement démocratique dénué de libéralisme. La liberté que le néolibéralisme offre et qui semble si séduisante lorsqu'elle est exprimée en termes généraux, on peut la résumer par un renard libre dans un poulailler libre. La liberté syndicale et la négociation collective signifient la liberté d'amputer les salaires. La liberté hors de toute régulation signifie la liberté d'empoisonner les rivières, de mettre en danger les travailleurs, d'imposer des tarifs iniques d'intérêt et de concevoir des instruments financiers exotiques. La liberté de l'impôt signifie la liberté de s'extraire de la redistribution des richesses, qui permet de sortir les gens de la pauvreté. Comme le montre Naomi Klein dans la théorie du choc, les théoriciens néolibéraux ont préconisé d'utiliser les crises pour imposer des politiques impopulaires pendant que les gens étaient distraits, comme par exemple à la suite du coup d'État de Pinochet, de la guerre en Irak,
de l'ouragan Katrina, que Milton Friedman a décrit comme une occasion de réformer radicalement le système éducatif à la Nouvelle-Orléans. Lorsque les politiques néolibérales ne peuvent pas être imposées directement au pays en interne, elles le sont au niveau international, par le biais des traités commerciaux, qui peuvent faire pression pour supprimer des protections sociales et des législations environnementales. Lorsque les parlements de certains États ont par exemple voté pour restreindre la vente de cigarettes, protéger l'approvisionnement en eau des compagnies minières, geler les factures d'énergie ou empêcher les firmes pharmaceutiques de voler l'État, les multinationales ont attaqué les États concernés au tribunal, souvent avec succès. La démocratie se réduit ainsi à un théâtre. Un autre paradoxe du néolibéralisme est que la concurrence universelle repose sur la quantification universelle et la comparaison. Le résultat est que les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les services publics de toute nature sont soumis à un contrôle procédurier et à un régime d'évaluation de la surveillance afin d'identifier les gagnants et de punir les perdants. La doctrine que von Mises avait proposée pour nous libérer du cauchemar bureaucratique et de la planification en a plutôt fabriqué un. Le néolibéralisme n'a pas été conçu comme un système à visée d'extorsion, mais il en est rapidement devenu un. La croissance économique a été nettement plus lente dans l'ère néolibérale, depuis 1980 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, qu'elle ne l'était dans les siècles précédents. Sauf pour les très riches. Les inégalités de richesse qui commençaient à décliner durant les 60 années précédentes ont subitement augmenté depuis en raison des réductions d'impôts, de l'écrasement des syndicats, de la hausse des loyers, des privatisations et de la dérégulation. La privatisation ou la marchandisation des services publics tels que la santé, l'énergie, l'eau, les trains, l'éducation, les routes et les prisons a permis aux entreprises de mettre en place des péages, des loyers ou des dépôts de garantie et de faire payer les usagers ou les gouvernements. Au bout du compte, ces rentes ne sont ni plus ni moins que des revenus du capital désignés d'une autre façon. Lorsque vous payez un prix artificiellement gonflé pour un billet de train, seule une partie du prix sert à rémunérer les opérateurs, les dépenses d'énergie, les salaires ou l'amortissement du matériel roulant. Le reste, c'est ce qu'on vous ponctionne. Ceux qui possèdent et dirigent les services privatisés ou semi-privatisés amassent des fortunes prodigieuses en investissant peu et en facturant cher. En Russie ou en Inde, les oligarques ont acquis des actifs de l'État à prix dérisoire. Au Mexique, Carlos Slim a obtenu le contrôle de presque tous les services de téléphone et il est rapidement devenu l'un des hommes les plus riches du monde. La financiarisation, comme le note Andrew Sayers dans Why We Can't Afford the Rich, a eu un impact similaire. Comme la rente, soutient-il, l'intérêt est un revenu du capital obtenu sans aucun effort. Comme les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches, les riches acquièrent de plus en plus de contrôle d'un autre outil essentiel, la monnaie. Le paiement d'intérêts à une écrasante majorité permet un transfert financier des pauvres vers les riches. Comme le prix de l'immobilier et le retrait de l'État pèsent sur les personnes endettées, par exemple le remplacement des bourses d'études par des prêts aux étudiants, les banques et leurs dirigeants s'enrichissent à leur détriment. Selon Sayers, les 4 dernières décennies ont été marquées par un transfert de richesse, non seulement des pauvres vers les riches, mais également parmi les riches, depuis ceux qui gagnent de l'argent en fournissant de nouveaux produits ou services, vers ceux qui en gagnent en contrôlant les actifs existants, en récoltant les loyers, les intérêts ou les gains du capital. Le revenu acquis a été supplanté par les revenus du capital non acquis. Mais partout, les politiques néolibérales se heurtent à des déficiences du marché. Les banques sont devenues too big to fail et des sociétés privées sont désormais chargées de fournir les services publics. Comme souligné par Tony Judd, le raisonnement d'Hayek a omis le fait que les services publics vitaux n'avaient pas le droit de s'effondrer, ce qui signifie que la concurrence ne peut pas suivre son libre cours. Dès lors, le monde du business prend les profits, les bénéfices, mais les États conservent les risques. Or, plus l'échec apparaît comme grand, plus l'idéologie se radicalise. Les gouvernements utilisent les crises du néolibéralisme lui-même pour l'approfondir, s'en servent comme occasion de réduire les impôts,
de privatiser les services publics restants, d'agrandir les trous dans les filets de la sécurité sociale, de réglementer les sociétés et de re-réglementer les citoyens. La haine de soi de l'État plante maintenant ses crocs dans l'ensemble des services publics. L'effet le plus dangereux du néolibéralisme ne réside peut-être pas dans les crises économiques, mais dans les crises politiques qu'il génère. Dans la mesure où le domaine de l'État se réduit, notre capacité à changer le cours de nos vies par le vote se réduit également. À la place, la théorie néolibérale affirme que les gens peuvent exercer leur liberté de choix en orientant leurs dépenses. Mais certains ont plus à dépenser que d'autres. Dans la grande démocratie du consommateur ou de l'actionnaire, un vote n'équivaut pas à un autre vote. Le résultat est une déresponsabilisation des pauvres et de la classe moyenne. Comme les partis de droite et de l'ancienne gauche adoptent des politiques néolibérales similaires, la déresponsabilisation tourne à la privatisation effective des droits. Un grand nombre de personnes ont été exclues du débat politique. Chris Edge note que les mouvements fascistes s'appuient sur une base constituée non des actifs mais des inactifs politiques, des perdants, qui sentent souvent à raison qu'ils n'ont aucune voix, ni aucun rôle à jouer. Lorsque le débat politique ne s'adresse plus à lui, le peuple devient sensible aux slogans, symboles et sensations qui le remplacent. Pour les admirateurs de Trump, par exemple, les faits et les arguments semblent sans importance. Diod explique que lorsque le maillage épais des interactions normales entre les individus et l'État se réduit à l'exercice de l'autorité et à l'obéissance, la seule force qui nous reste et qui nous lie est le pouvoir décuplé de l'État. Le totalitarisme que Hayek craignait tant est plus susceptible de voir le jour dans une situation où les gouvernements ayant perdu l'autorité morale qui découle de la fourniture des services publics sont réduits à cajoler, menacer et finalement contraindre les gens à leur obéir. Les concepts utilisés par le néolibéralisme dissimulent souvent plus qu'ils ne désignent. Le marché sonne comme un phénomène naturel, tout comme pourrait l'être la gravité ou la pression atmosphérique. Mais il se heurte à des relations de pouvoir. Ce que le marché veut tend à signifier ce que les entreprises et les marchés veulent. Le terme investissement, comme le note Sayers, peut désigner deux choses différentes. La première est le financement d'activités productives et socialement utiles. La deuxième est le simple achat d'actifs existants pour percevoir des intérêts, des dividendes, des gains en capital. En utilisant le même mot pour différentes activités, on camoufle les sources de richesse. Ce qui conduit à confondre la création de richesse et la ponction opérée sur la richesse. Il y a un siècle, les nouveaux riches étaient décriés par ceux qui avaient hérité leur argent. Les entrepreneurs ont cherché la reconnaissance sociale en se faisant passer pour des rentiers. Aujourd'hui, la relation a été inversée. Les rentiers et les héritiers se présentent comme entrepreneurs. Ils prétendent avoir gagné leur revenu qui n'est que prélevé. Cette confusion verbale s'ajoute à l'absence de nom et de lieu qui caractérise le capitalisme moderne et le modèle de la franchise qui garantit que les travailleurs ne savent pas pour qui ils triment. Certaines entreprises sont enregistrées à travers un réseau de régimes offshore, si complexe que même la police ne peut pas en découvrir les véritables propriétaires. Des montages fiscaux embobinent les gouvernements, des produits financiers sont créés si complexes que personne n'y comprend rien. L'anonymat du néolibéralisme est jalousement protégé. Ceux qui sont influencés par Hayek, Mises et Friedman ont tendance à rejeter le terme, clamant non sans justesse qu'il n'est aujourd'hui utilisé que de façon péjorative. Mais il ne nous propose aucun terme substitutif. Certains se décrivent comme libéraux ou libertaires classiques, mais ces descriptions sont à la fois trompeuses et curieusement dissimulatrices, comme s'il suggérait qu'il n'avait rien de nouveau depuis la route de la servitude, bureaucratie ou le travail classique de Friedman, capitalisme et liberté. On doit bien convenir qu'il y a quelque chose de remarquable dans le projet néolibéral, du moins tel qu'il existait à ses débuts. Il consistait en une philosophie innovante promue par un réseau cohérent de penseurs et de militants ayant un plan d'action clair. Ils étaient patients et persévérants. La route de la servitude est devenue la route vers le pouvoir. Le triomphe du néolibéralisme reflète d'ailleurs l'échec de la gauche.
Lorsque l'économie du laisser-faire a conduit à la catastrophe en 1929, Keynes a conçu une théorie économique globale pour la remplacer. Lorsque la formule keynésienne de relance par la demande a atteint ses limites dans les années 70, une alternative était prête, le néolibéralisme. Mais lorsque celui-ci a semblé s'effondrer en 2008, il n'y avait rien. Voilà pourquoi le zombie continue de marcher. La gauche n'a produit aucun nouveau cadre général de la pensée économique depuis 80 ans. Chaque invocation de Keynes est un aveu d'échec. Proposer des solutions keynésiennes aux crises du XXIe siècle revient à ignorer 3 problèmes évidents. Il est difficile de mobiliser les gens sur de vieilles idées. Les défauts du keynésianisme relevés dans les années 70 n'ont pas disparu. Surtout, les keynésiens n'ont rien à dire au sujet d'une préoccupation nouvelle et de première importance, la crise environnementale. Le keynésianisme fonctionne en stimulant la demande des consommateurs pour promouvoir la croissance économique. La demande des consommateurs et la croissance économique sont des moteurs de la destruction de l'environnement. Ce que l'histoire des 2 doctrines, keynésianisme et néolibéralisme, démontre, c'est qu'il ne suffit pas de s'opposer à un système à bout de souffle. Il faut aussi proposer une alternative cohérente. Pour le Labour, pour les démocrates et les plus à gauche, la tâche centrale devrait être de développer une sorte de programme économique Apollo, c'est-à-dire de concevoir un nouveau système de pensée adapté aux exigences d'aujourd'hui.